Bonjour mes écolos préférés. Il est impossible de comprendre l'écologie si on ne comprend pas les enjeux autour de l'énergie. Et il est impossible de comprendre l'énergie si on n'en comprend pas sa dimension géopolitique. Vous le savez, le débat en France autour de l'énergie se focalise hélas quasi exclusivement sur le nucléaire et les énergies renouvelables. La question à laquelle je vous propose de répondre est: au final, est-ce que ce débat moisi ne serait pas piloté par des forces étrangères hostiles ? Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais le manque de preuves m'aurait fait passer pour un complotiste. Et là, depuis le début d'une guerre effroyable en Ukraine, une petite partie des infos sort et c'est déjà vertigineux. Laissez-moi vous raconter l'histoire des matrioshkas de l'énergie. Écoutons Marie Toussaint, députée européenne EELV, en octobre 2022, soit après l'invasion russe. Et je veux vous dire aussi qu'on n'a pas tout à fait été à la hauteur dans notre génération, en tout cas jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que quelque part, on a privilégié d'autres luttes, par exemple la question climatique pendant toutes ces dernières années. On s'est un peu assis sur nos acquis. Voilà, on a cru que la fin du nucléaire viendrait naturellement, et en fait, on s'est bien planté. On s'est bien planté et on a vraiment besoin de reprendre cette bataille. Face à ce constat qu'il faut reprendre la principale lutte qui est la lutte contre le nucléaire, EELV décide de mener la contre-offensive culturelle en faisant une masterclass pour les journalistes le 9 février 2023. Retenez cet événement, on va en reparler plus loin. Leur lutte n'a pas été un échec car leur discours anti-nucléaire a été massivement relayé pendant 3 décennies par l'immense majorité des journalistes avec un succès évident. Écoutons Roselyne Bachelot. On ne peut pas se rendre compte de la pression de l'opinion publique et des anti-nucléaires sur l'ensemble de la puissance politique. Je me souviens, 13 heures après avoir été nommé ministre de l'écologie, je suis interrogé sur Inter par Stéphane Paoli. Ouais. Et on me demande de me prononcer sur le nucléaire. Et je dis que dans les énergies SOC, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, le charbon, l'énergie nucléaire, celle-ci était la plus propre puisque elle n'émettait pas de gaz à effet de serre. Vous ne pouvez pas savoir la vendetta dont j'ai été l'objet. Ah mais moi je suis témoin. Et Anne, vous en avez été témoin, mais c'était absolument épouvantable. Tout ce qui est de l'écologie, alors Ségolène Royal, Corinne Lepage, etc., m'a foncé dedans avec une violence en maniant l'injure, les propos vraiment absolument calomnieux. Alors, personne, à part Alain Juppé, je dois dire, personne ne m'a défendu au gouvernement, ni le président de la République, ni mon Premier ministre, ni les autres ministres. Alors, on me prenait par le bras en disant... T'as raison, mais faut pas le dire. Faut pas le dire. Et les auditions de l'enquête parlementaire ont bien prouvé qu'un accord avait été fait entre le PS et EELV pour sortir massivement du nucléaire et tuer Fessenheim. Donc l'excuse des Verts de dire on n'était pas au pouvoir, on n'y peut rien, ne tient pas. Écoutons Arnaud Montebourg en parler. Nous ne voulions pas accepter cet accord. Alors, je vous le dis tout de suite, tout le monde s'est posé la question, je crois que vous avez posé la question à plusieurs dirigeants politiques, comment avait été noué cet accord ? L'accord a été présenté par Martine Aubry à l'époque comme un changement de société et par Cécile Duflot comme une rupture historique. Bon, pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après... eh bien, vogue la galère. Et les réactions qui se sont enchaînées au sein de mon parti de l'époque ont été surtout liées aux circonscriptions et bien trop peu au problème des réacteurs. Macron et Édouard Philippe sont restés dans cette ligne avec la fermeture de Fessenheim qu'Elisabeth Borne qualifie d'écologie de responsabilité. Et avec Nicolas Hulot qui voulait obtenir la fermeture de 16 réacteurs entre 2022 et 2035. Évidemment, ne pas lancer la construction de nouveaux EPR. Je ne sais pas si vous imaginez les conséquences si cela avait été fait. Ça continue ensuite avec Barbara Pompili qui demande à RTE de sortir un scénario 100% ENR. Ce scénario très risqué techniquement n'est possible qu'avec une très faible hausse de la consommation électrique. Or Bernard Accoyer, ancien député et lobbyiste du nucléaire, écrit à Bruno Le Maire et Barbara Pompili.
Nous tenons de sources sûres que RTE a été soumis à une très forte pression politique de la part du ministère de la Transition écologique afin de ne pas explorer des consommations de référence nettement supérieures à celles de la SNBC. Le président du directoire de RTE a cru devoir se soumettre à cette injonction qui constitue, en bon français, une censure inadmissible, violant de façon flagrante les obligations légales de RTE. Ce tour de passe-passe permet à Pompili de déclarer « Nous avons désormais la confirmation que tendre vers 100% d'électricité renouvelable est techniquement possible. C'est une évolution conceptuelle majeure et une révolution pour nos représentations collectives concernant notre mix électrique. Et que donc il faudra trancher entre le nucléaire et du 100% ENR. » Il me reste à parler de l'un des plus déterminés, Pascal Canfin, pourtant membre de La République En Marche, ancien d'Europe Écologie Les Verts, actuel président de la Commission de l'Environnement à l'Europe, qui fait déclaration sur déclaration contre le gouvernement français, alors qu'il fait partie de la majorité présidentielle. Je mets en garde les pro-nucléaires contre la ligne dure française au moment où le gouvernement français se bat contre l'Allemagne pour inclure le nucléaire dans les solutions décarbonées. Je ne vais pas être plus long sur cette première poupée russe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour une majorité de la gauche sauf le PC et un peu du centre et de la droite, le combat contre le nucléaire en pleine crise climatique continue. Mais le font-ils seuls? Pour le savoir, passons à la seconde poupée russe. Ah oui, avant de continuer, je préviens, je vais taper fort sur l'Allemagne. Pour ceux qui pensent que c'est de la germanophobie primaire, voici mon passeport allemand. J'aime ce pays et je suis attristé de voir ses égarements, sa volonté d'imposer sa vision au reste de l'Europe et la félonie de ses dirigeants. Vous connaissez l'histoire, l'Allemagne s'est lancée dans une grande transition énergétique, d'abord sous l'impulsion de Schröder. Merkel a d'abord fustigé cette vision en 1995 en déclarant « Sans l'énergie nucléaire, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs en matière de réchauffement climatique ». Puis en 2002, c'est une décision purement idéologique. Après l'accident de Fukushima, Merkel inscrit définitivement l'Allemagne sur la transition énergétique en s'appuyant sur un consensus national. Du génie électoraliste pour certains observateurs de l'époque. L'objectif principal n'est pas la lutte contre le réchauffement climatique, mais de sortir du nucléaire pour aller vers les énergies renouvelables. Une chose souvent pas dite, c'est que l'Allemagne peut viser ce plan ultra ambitieux car elle possède sur son territoire d'immenses réserves de charbon qui peuvent servir de secours au cas où cette politique échoue, ce que la France, comme la plupart des autres pays européens, ne peut pas faire. Pourtant, l'Allemagne souhaite imposer son modèle au reste de l'Europe. Schröder et Merkel ne sont pas des idiots et savent que ce pari est extrêmement complexe et que pour le réussir, il faut deux choses. Du gaz, mais ça on en reparlera plus tard, et deux, affaiblir le nucléaire français car autrement la France aurait un avantage compétitif insupportable. Un rapport de Agora Energiewende, qui est un groupe de réflexion soutenant l'énergiewende en Allemagne, démontre en 2018 qu'un nucléaire français trop fort, donc exportateur, plomberait trop les rémunérations des producteurs d'électricité à base de charbon et d'énergie renouvelable en Allemagne. A l'inverse, si des capacités nucléaires sont retirées, comme par exemple Fessenheim, du mix français, la compétitivité des centrales à charbon allemandes est améliorée. Nous les écolos, on a trop vite tendance à oublier cette dimension de compétitivité. Or l'Allemagne se lance sans merci au niveau européen dans une guerre énergétique contre la France en essayant de tout verrouiller. On peut ainsi lister par exemple la ministre Barbara Hendricks qui demande à ce que l'on ferme Fessenheim aussi rapidement que possible. Ou bien Svenja Schulz, retenez ce nom, déclare pour les 10 ans de la catastrophe de Fukushima que l'Allemagne va travailler activement pour que davantage de pays rejoignent l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Dit autrement, elle veut lutter contre le nucléaire partout en Europe. Et ils le font. La ministre de l'écologie allemande du Parti des Verts qui va déclarer en Pologne qu'ils utiliseront tous les moyens juridiques pour empêcher la Pologne de construire des centrales nucléaires. Je rappelle juste que la Pologne est le pays qui a la pire consommation de charbon d'Europe et qui cherche avec le nucléaire une solution de moins en consommer. Ou la nouvelle ministre des Affaires étrangères, issue du Parti des Verts, 3 jours après sa nomination. Première chose qu'elle fait à votre avis, elle vient en France et déclare qu'elle s'opposera à la France qui cherche à classer l'énergie nucléaire en énergie verte. Mais le gouvernement allemand n'agit pas seul.
L'école de guerre économique a sorti en juin 2023 un rapport d'alerte sur l'ingérence des fondations politiques allemandes et le sabotage de la filière nucléaire française. Je vous en fais un court résumé. Il existe en Allemagne des fondations politiques nommées Stiftung, financées à 90% par l'État fédéral. Il existe 7 fondations, chacune étant rattachée à un parti politique. Le Bundestag leur verse 690 millions d'euros, répartis selon les résultats aux élections. La moitié du budget de chaque fondation est consacrée à l'étranger. Ce qui est important à comprendre, c'est que les ministres des Affaires étrangères et de la coopération et du développement économique contrôlent les dépenses faites à l'étranger, et donc aucune action ne peut être faite sans l'aval du gouvernement. Ces Stiftungen, genre de think tank, font office d'armes de guerre cognitive et informationnelle au service de l'Allemagne. La fondation Heinrich Böll, affiliée aux Verts, a contribué à la création de partis écologiques dans plusieurs pays, comme en Pologne. C'est cette fondation qui est la plus mobilisée pour aider l'État allemand à saboter à tout prix le nucléaire français, en propageant les idées antinucléaires en France. Elle le fait en produisant du contenu antinucléaire avec son atlas de l'énergie, son rapport sur les déchets nucléaires ou son dossier nucléaire La France à l'heure d'un choix. Publié en 2021 en partenariat avec Alternative économique, magazine largement diffusé dans les écoles en France. Toute cette production a pour vocation de montrer la folle obstination d'EDF dans le nucléaire ou que les poubelles des déchets nucléaires en France débordent. Bref, ce n'est qu'un aperçu de cette production qui nourrit l'antinucléarisme en France. Antinucléarisme qu'elle finance à travers le réseau d'Action Climat, une fédération composée de 27 associations nationales, dont Sortir du nucléaire et Greenpeace. En 2021, le réseau Action Climat est directement financé par le ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'action climatique. Réalisons ce que cela veut dire. Le contenu intellectuel et des aides financières pour lutter contre le nucléaire en France sont payés indirectement et directement par l'État allemand. Une autre Stiftung, Rosa Luxemburg, elle attaque la filière française du nucléaire à l'étranger en finançant la publication de l'Atlas de l'uranium avec la participation du réseau Sortir du nucléaire et du monde diplomatique, atlas dans lequel ils accusent le gouvernement français de s'enrichir sur le compte du Niger. Honnêtement, je ne suis pas compétent sur le sujet. Peut-être que c'est vrai. Ce qui m'interroge, c'est que cet atlas soit financé directement et indirectement par l'État allemand. Ces deux fondations arrivent à provoquer le sujet du nucléaire dans le débat public sous un angle toujours défavorable. Et vous vous souvenez du show organisé par EELV pour lancer la contre-offensive culturelle sur le nucléaire? Devinez qui ils ont invité. Le vice-président de la fondation Heinrich Böll. Ce n'est pas rien d'inviter une structure financée par une puissance étrangère pour lancer la contre-offensive culturelle sur le nucléaire en France. Après tout, l'Allemagne a raison de faire ça vu que le couple franco-allemand n'existe que dans la tête des politiciens français. L'Allemagne veut imposer son modèle des énergies renouvelables et beaucoup de gaz pour devenir le hub européen du gaz et ainsi dominer le reste de l'Europe. Mais imaginez maintenant que l'Allemagne se soit faite piéger à son tour. C'est la troisième poupée russe qui cette fois est vraiment russe. Cette partie fait intervenir 3 acteurs, l'espion, la brute et le truand. Le premier s'appelle Matthias Warnig, citoyen allemand, ancien espion de la Stasi et faisant partie de la cellule du KGB montée à Dresde par Poutine. Il avait été envoyé en RFA pour espionner les milieux d'affaires en passant par BASF, et par la Dresdner Bank, Après la chute du mur de Berlin, la Dresdner Bank l'embauche pour se ruer à la conquête du marché russe. Warnig devient un très proche de Poutine et est nommé à la tête de la banque Rossiya, qui est un peu la caisse noire du régime de Poutine. Banque qui absorbe Gazprom Bank. Poutine lance alors une grande opération d'ingérence de corruption des démocraties européennes. Poutine a pour cela une arme, Gazprom, dont il est le réel président. D'ailleurs, saviez-vous que Poutine a fait une thèse sur l'énergie qui serait consacrée à la dépendance énergétique et comment celle-ci pouvait être instrumentalisée en politique étrangère. Une petite pause pour citer mes sources. Des articles que vous trouverez dans la description, mais l'essentiel vient de 3 livres. Un en allemand écrit par 2 journalistes du journal numéro 1, le Frankfurter Allgemeine, dit Moscow Connection, La grande confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties de Raphaël Glucksmann, président de la commission spéciale du Parlement européen sur l'ingérence étrangère et un peu du livre noir de Poutine.
La mission de Warnig est de lancer une OPA sur le système énergétique allemand, c'est-à-dire à rendre l'Allemagne totalement dépendante du gaz russe. Et pour cela, ils ont une cible qui aime l'argent, le chancelier allemand Gerhard Schröder. Celui-ci a promis à son industrie que pour sortir du nucléaire, il y aura du gaz bon marché. C'est exactement ce que lui offrent Poutine et Warnig. Schröder vient de faire rentrer le loup dans la bergerie. Pire, pour être sûr que l'Allemagne soit dépendante de Poutine, il refuse que l'Allemagne se dote de terminaux méthaniers GNL. Pour clore ce pacte avec le diable, les trois décident de court-circuiter les intermédiaires, c'est-à-dire l'Ukraine et la Pologne, pays à travers lesquels les pipelines russes amènent le gaz en Europe. Sentant la défaite contre Merkel arriver, Schröder décide en toute hâte, 10 jours avant les élections, d'organiser la cérémonie officielle du lancement du projet de pipeline qui contourne les pays de l'Est, Nord Stream. Faisons une pause. Schröder, membre de la SPD, s'inscrit dans la vision politique de Willy Brandt de 1969, qu'on appelle la Ostpolitik, le changement par le rapprochement. Cette vision est de briser le tabou d'une ouverture vers la Russie. Il faut comprendre que cette vision est dans l'ADN de la SPD, et donc de Schröder. Schröder va encore beaucoup plus loin en devenant un ami intime de Poutine, qu'il invite très régulièrement et qui l'aide dans l'adoption de 2 de ses enfants russes. Retour en 2005, Schröder perd les élections et est nommé quelques semaines plus tard à la tête du consortium chargé de la construction du pipeline, dont le premier partenaire est la société russe Gazprom. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Schröder ne devient pas qu'un simple directeur, mais le lobbyiste en chef de Poutine dans toute l'Europe. On pourrait croire que vu que Schröder n'est plus au gouvernement, l'influence de Poutine va être mise à mal. Mais le système allemand est un système parlementaire, forçant à celui qui veut prendre le pouvoir de faire des coalitions s'il n'a pas la majorité absolue. Merkel devra de 2005 à 2009 et de 2013 à 2021 faire une coalition avec la SPD, des amis de Schröder. Merkel lance la sortie du nucléaire et maintient le projet Nord Stream. Car comme le dit le patron de BASF Jürgen Hambrecht, la transition énergétique en Allemagne repose intégralement sur le gaz. Un truc complètement fou. La SPD, le parti de Schröder, se porte garant pour un crédit de 1 milliard pour Gazprom pour financer Nord Stream. Prêt qui finalement sera annulé sous la pression médiatique. Nord Stream est inauguré en 2011 avec Merkel et Fillon. Tiens. Schröder et Warnig sont sur le cliché, mais pensent déjà à la suite. Les 55 milliards de mètres cubes de gaz par an que va livrer Nord Stream ne suffisent pas. Il faut un deuxième pipeline. Et là, Schröder compte sur ses copains Sigmar Gabriel, ministre de l'économie, et le ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, que Poutine considère comme le fils spirituel de Schröder. Merkel laisse beaucoup de liberté à ses 2 ministres. Grâce au registre de transparence, on sait que de nombreuses rencontres ont lieu entre Warnig, Schröder, Gabriel et Steinmeier. Ils arrivent à convaincre Merkel qu'il faut lancer le projet de Nord Stream 2. Sigmar Gabriel déclare sans arrêt que l'Allemagne a besoin de plus de gaz pour réussir la transition énergétique allemande. Et comble du comble, pour rendre encore l'Allemagne plus dépendante de la Russie, fait sauter une maxime allemande qui interdit qu'un seul pays fournisse plus de 30% de gaz à l'Allemagne. Et ainsi fait monter la part russe à 55% juste avant l'invasion de l'Ukraine. Pire, ce qui est pour moi complètement dingue. Il supervise la vente qui a lieu en 2015 des stocks de gaz de BASF à Gazprom, donc à Poutine, en échange de parts dans les champs gaziers russes. Avant la guerre en Ukraine, les Allemands se réveillent un peu et vérifient leurs stocks de gaz et voient qu'ils sont vides. Il reste 5 à 10%. Non mais vous vous rendez compte à quel point les Allemands se sont fait enfler par Poutine et quelques politiciens félons. La Pologne n'apprécie pas du tout cette relation germano-russe et se sent menacée. Les États-Unis cherchent à empêcher la construction de Nord Stream 2 à travers des sanctions. Mais les sanctions américaines ont une faille. Elles ne peuvent pas s'appliquer à une fondation. Ni une ni deux, Manuela Schwesig, du clan Schröder, qui est ministre-président du Mecklembourg-Poméranie occidentale, crée une fondation environnementale pour la protection du climat. Cette fondation fait des petites actions écolo bien sympas dans les écoles, mais son vrai but est de financer la construction de Nord Stream 2. Pour cela, Gazprom la finance à hauteur de 192 millions d'euros. Et notre Svenja Schulz, vous vous souvenez, celle qui veut tuer le nucléaire français, déclare au sujet de cette fondation « Nous ne pouvons pas abandonner en même temps le charbon, le gaz et l'énergie nucléaire. Nous aurons besoin du gaz naturel pour nous approvisionner en énergie pendant encore au moins 2 décennies. » Il est super que Manuela Schwesig ait récemment créé un fonds de protection du climat pour faciliter l'achèvement du Nord Stream 2.
Créer une association pour la protection du climat pour financer du gaz russe, je trouve ça abject. À signaler que certains écolos allemands étaient contre. Des félons allemands, il y en a plein, en voici une liste. Faites pause pour voir les détails. Mais on en retrouve aussi ailleurs en Europe, qui ont été enrôlés par Schröder et Gazprom. Comme un ancien ministre autrichien de l'économie, ou Karin Knessel, ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, qui invite même Poutine à son mariage. 2 anciens chanceliers autrichiens qui travaillent pour des entreprises russes, ou encore un premier ministre finlandais qui travaille dans une banque russe. Et Merkel dans tout ça. D'après les 2 journalistes allemands, elle négociait avec la SPD un soutien public pour les sanctions contre la Russie suite à l'annexion de la Crimée, et en échange, elle fermait les yeux sur le projet de Nord Stream 2. Les Verts ne semblent pas impliqués, juste ils ont été les idiots utiles à augmenter la dépendance allemande vis-à-vis du gaz russe. Au début de 2022, l'Allemagne dépendait de la Russie à 55% pour son approvisionnement en gaz et à 50% pour le charbon, soit 43% dans sa consommation d'énergie primaire. La suite, vous la connaissez. Poutine attaque l'Ukraine, l'Allemagne a la gueule de bois. Annegret Kramp-Karrenbauer, l'ancienne ministre de la Défense, dit « Ma colère est sans limite, c'est une défaite historique ». Robert Habeck, le ministre de l'économie, fait le constat de l'échec et déclare « Berlin devrait emprunter de l'argent pour subventionner l'énergie des entreprises sous peine de perdre son industrie ». Doit-on se réjouir de cet échec? Non, avec une Allemagne blessée, ça ne se termine jamais bien. On se dit que les têtes vont tomber, mais non, on serre les rangs de partout. La SPD déclare que Schröder a le droit d'avoir les amis qu'il veut, même si c'est Poutine. C'est dingue, l'Allemagne ne change pas son cap. Elle achève sa sortie du nucléaire, et elle qui se rêvait en hub européen du gaz se rend compte que la France, avec ses 4 terminaux méthaniers, a un net avantage. En réponse, elle se met à construire à toute vitesse des terminaux à son tour, continue à pilonner le nucléaire français, et son énergie 22 sans le gaz étant morte, sort son dernier joker, l'hydrogène. Mais ça, on en parlera une autre fois. Accuser la Russie et l'Allemagne de tous les maux du nucléaire en France serait totalement malhonnête. Comme le dit Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, j'en veux plus aux dirigeants français qui n'ont pas défendu EDF qu'aux Allemands qui ont défendu l'Allemagne. Et l'industrie française du nucléaire ne doit pas être aussi dédouanée. Il y avait par exemple la guerre entre Areva et EDF. Et des personnes haut placées au sein du nucléaire ont torpillé le nucléaire français de l'intérieur. Comme Anne Lauvergeon, ex-patronne d'Areva, qui a été inquiétée avec son mari par la justice pour soupçon de corruption, volet toujours en cours. Dans cette vaste manipulation des élites européennes, lancée par Poutine, à part François Fillon, la classe politique française n'a pas été vraiment touchée. Alors comment expliquer ce naufrage français? Raphaël Glucksmann dit « C'est avant tout une immense faillite intellectuelle et mentale. Faillite bien aidée par une influence allemande comme nous l'avons vu. Les Polonais, les Danois, les Ukrainiens, les Suédois ont essayé de tirer la sonnette d'alarme auprès de nos dirigeants du jeu dangereux que menaient l'Allemagne et la Russie. On leur répondait que la meilleure paix est le commerce. Toute la gauche française et le centre, hormis le Parti communiste, s'est totalement fait lessiver le cerveau sur la question nucléaire en pensant sincèrement que c'est une technologie du passé et que le modèle à suivre était l'Allemagne. Or, d'après Raphaël Glucksmann, nous avons découvert dans nos travaux sur les ingérences étrangères en Europe à quel point l'ensemble des gens, il ne dit pas un ou deux, mais l'ensemble des gens qui ont décidé de la politique énergétique allemande depuis 20 ans se retrouvent aujourd'hui à travailler pour Gazprom. Et il pose la question suivante. Est-ce que cela ne pose pas un problème démocratique fondamental? Je réponds oh que oui, et nous les écolos, on doit en prendre conscience et arrêter de citer l'Allemagne en exemple. Des voix se lèvent quand même pour calmer cette Allemagne qui veut nous imposer son modèle. L'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, invite les États antinucléaires à faire une autocritique sérieuse. Et surtout le patron de l'énergéticien allemand E.ON, qui déclare que Berlin devrait arrêter de faire la leçon à la France et d'ajouter que l'énergie nucléaire française allait faciliter le passage vers un mix électrique renouvelable en Allemagne. Et oh, faut l'entendre ça. Mais hélas, Poutine a gagné. Car la France, à la recherche de soutien politique, a appuyé la demande de pays comme la Hongrie ou la Pologne, pays pro-gaz, pour que le gaz soit estampillé énergie de transition, en échange de leur soutien à ce que le nucléaire soit labellisé vert.
Nucléaire vert contre gaz vert. C'est facile de lui reprocher, mais avait-il le choix après tant de errance? Et un dernier mot, la mauvaise stratégie de l'Allemagne sur la transition énergétique ne doit pas vous faire dire que les énergies renouvelables sont inutiles. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci à ma petite maman allemande pour son aide. Merci pour votre soutien en partageant cette vidéo et merci pour le soutien pour mon Tipeee. Je vais d'ailleurs bientôt faire une annonce sur son utilisation. Paka paka!